Bonjour à tous. Je pense qu'on va commencer. Donc moi, je suis Nelly Delso, je suis médecin coordonnateur du pôle évaluation à la MDPH de Paris. Pour répondre aux questions le le plus possible, je serai accompagnée de Madame Godefroy, qui est coordonnatrice de l'unité PCH à la MDPH de Paris. Voilà, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions au fur et à mesure. On essaiera à un moment de regrouper les questions qui reviennent le plus souvent. Et vous aurez naturellement, vous avez déjà d'ailleurs le lien pour aller sur la présentation. De toute façon, on vous l'enverra après. Donc je suis désolée par avance parce que ça va être un petit peu dense, mais voilà, je vais vous présenter les prestations et vous savez qu'on a beaucoup de prestations dans les MDPH. Donc voilà, pour commencer, donc vous ne pouvez pas activer vos micros ni les caméras, mais voilà, vous pouvez nous laisser des questions sur le chat. Donc ce webinaire, c'est une façon de mieux connaître la MDPH, notamment la MDPH de Paris, hein, bien que les prestations sont nationales, mais il y a quelques particularités régionales, départementales. Donc je vais vous parler des différentes prestations qui sont préconisées par la MDPH de Paris. Et on ne pourra pas échanger sur des situations individuelles, comme vous pouvez bien l'imaginer. Alors, voilà, pour vous montrer sur une carte l'éventail général des prestations qui sont distribuées par la MDPH de Paris, enfin plutôt préconisées, parce que comme j'aurai l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises, nous ouvrons des droits, mais nous ne mettons pas en œuvre et nous ne sommes pas le service payeur. Donc on va voir l'ensemble à peu près de ces prestations. Donc je passe très rapidement sur les missions des MDPH puisque le mois dernier, vous avez eu une présentation, j'espère que beaucoup d'entre vous ont pu écouter sur les missions et comment déposer le dossier et que devient votre dossier au sein de la MDPH. Donc la MDPH a été créée en 2005 avec des missions de guichet unique, donc d'information, d'écoute et d'accueil. On instruit les dossiers, on fait des évaluations de dossiers, la MDPH par son instance décisionnaire, qui est la CDAPH, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prend des décisions. Nous faisons autant que possible le suivi des décisions et enfin, nous avons une mission de conciliation et de médiation. Voilà, donc la MDPH à Paris, c'est un groupement d'intérêt public qui est présidé par le président du conseil général et par une personne déléguée en l'occurrence, puisque la MDPH à Paris est particulière, puisque vous savez, Paris est à la fois un département et une ville. Voilà, donc ça, je vais passer assez rapidement, sauf pour vous dire quand même que la MDPH référente est celle du lieu d'habitation de la personne, donc là où vous habitez, là où vous résidez de fait. Donc, comme je l'ai déjà dit, la MDPH ne finance pas les prestations, ne met pas en œuvre les accompagnements, mais les déclenche. Pour déposer une demande, là aussi, je vais passer assez vite, puisque vous avez eu la présentation le mois dernier. Donc, soit dématérialisée par internet en allant sur mdphenligne.cnsa.fr, soit en déposant par papier. Et il faut en fait éviter de cumuler les deux modes de dépôt, parce qu'en fait, ça ralentit la marche de le cursus de votre dossier au sein de la MDPH, puisqu'on est obligé de vérifier s'il n'y a pas un double dépôt. Parce qu'on ne pourra pas faire de double réponse, voilà pourquoi. Donc, quand le dossier est déposé à la MDPH pour évaluer les besoins, on va avoir besoin d'avoir un certain nombre de renseignements. Compte tenu du nombre de demandes qui arrivent à la MDPH par mois ou même par an, si toutes les informations utiles pour faire l'enregistrement, évaluer la situation et proposer les droits sont dans le dossier à l'arrivée, ça va bien évidemment nous faciliter des choses et accélérer
le processus, le circuit du dossier au sein de la MDPH. Donc dans le formulaire de demande, vous avez, différentes cases à cocher, mais vous pouvez aussi exprimer vos attentes et vos besoins, soit en cochant les cases qui sont, prévues à cet effet, soit en écrivant, ce que vous attendez de nous, comment vous vous sentez et ce qui vous semble important, de nous expliquer et qui n'apparaît peut-être pas bien dans le certificat médical ou dans les cases, parce que dans remplir des cases, c'est pas toujours, on se reconnaît pas toujours, dans les cases à cocher. Donc il ne faut pas hésiter à remplir la page blanche, dans la partie B du formulaire, ou bien rajouter des pages. Nous lisons tout ce qui est écrit. Et puis vous pouvez ajouter bien sûr des documents, qui vous semblent utiles pour expliquer votre situation. Donc ça, encore une fois, hein, on va le dire plusieurs fois parce que, c'est important de le comprendre. Quand il y a un problème de paiement, faut d'abord s'adresser, au service qui paye, soit, par exemple, à la direction, des solidarités de la ville pour ce qui est de la PCH, soit à la CAF pour ce qui est de l'AH et de l'AEH. L'imprimerie nationale s'occupe de l'impression des cartes. Dans le temps, nous fabriquions les cartes, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui et donc c'est l'imprimerie nationale qui fabrique les cartes. Aussi, ce n'est, plus utile de nous adresser des photos. On va passer à l'évaluation. Donc qu'est-ce qu'on fait dans le pôle évaluation? Eh bien, déjà, quand un dossier arrive chez nous, on s'assure que la personne relève bien du handicap, au sens de la loi de 2005. Donc en 2005, c'est la première fois, qu'apparaît une définition du handicap dans, les textes de loi. Donc en fait, si la personne présente une altération durable, substantielle ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé validant, et qu'il y a une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie dans l'environnement, alors on sera dans le champ du handicap. Je vais juste m'attarder un tout petit peu sur cette notion. Par exemple, si, j'ai, une hypothyroïdie, alors les exemples que je vais vous donner à chaque fois sont des exemples très grossiers, hein. Bien sûr, dans la vie, c'est toujours plus compliqué. Donc voilà, il faut pas le prendre au pied de la lettre, mais si par exemple j'ai une hypothyroïdie, j'ai bien une, altération, d'une fonction, physique, qui est, durable. En général, l'hypothyroïdie, c'est durable. Donc oui, j'ai bien quelque chose qui altère, une de mes fonctions. Y a-t-il une limitation d'activité, une restriction de participation de la vie en société? Eh bien, si j'ai, une substitution par un traitement, qui se passe bien et que je prends, de façon simple, non, il n'y aura pas forcément de limitation d'activité. Je peux, vivre ma vie, comme je peux, enfin comme je le veux. Je peux avoir une activité professionnelle, je peux, manger, au restaurant d'entreprise avec les collègues, je peux, élever mes enfants, je peux, venir en aide à mes parents, je peux avoir des loisirs, voilà, je n'ai pas de restriction d'activité, dans ma vie sociale. Donc à ce moment-là, je ne relèverai pas du champ du handicap. Un autre exemple, si, j'ai un accident, de la vie et que j'ai une fracture, du membre supérieur ou à l'épaule et que je suis immobilisée, je vais avoir une altération, substantielle, de mes fonctions physiques puisque je ne vais plus pouvoir bouger un de mes bras. Donc ça va être, très gênant, mais ça ne va pas être durable, hein. Durable pour nous, c'est au moins 1 an. Donc avec un plâtre, éventuellement une opération chirurgicale, un temps de rééducation, et bien en quelques mois, normalement, je vais pouvoir recouvrer, la mobilité de mon bras. Donc je ne vais pas, être dans l'altération durable. Je vais être de ce côté-ci du tableau, dans le nom. Après, je peux vous donner un autre exemple. Par exemple, je vais reprendre l'exemple de l'hypothyroïdie. Voilà, j'ai une hypothyroïdie avec un traitement. Je vous informe que, je ne travaille que 2 jours par semaine. Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, cette limitation d'activité, au moins dans le secteur professionnel, est liée au handicap? Donc à ce moment-là, si on n'a pas les informations, on va aller vous les demander
Et ça peut être, bah, oui, j'ai des problèmes de prise de traitement, ou bien mes parents habitent à Carpentras, je vais régulièrement les aider, et donc mon activité professionnelle, je l'ai réduite afin de pouvoir me rendre régulièrement chez eux. Donc là, la limitation de l'activité professionnelle n'est pas liée à la situation de santé, et donc je ne serai pas dans le champ du handicap. Voilà. Encore une fois, hein, c'est des exemples grossiers, mais bon, voilà, c'est toujours bon à savoir. Alors les éléments utiles, comme je vous le disais, il nous faut, bah, un maximum d'éléments, puisque, si vous nous dites, par exemple, comme, dans mon exemple, je ne travaille que 2 jours par semaine, il faut qu'on puisse comprendre pourquoi. Est-ce que c'est un choix de votre part? Est-ce que c'est lié, à la situation? Est-ce que, et comment, est-ce que c'est durable ou pas? Donc les éléments utiles, on va les tirer du formulaire de demande, de la page des besoins, comme je vous disais, qui se trouve en page 7, section B du formulaire de demande. Il y a également les attentes et les projets. Vous pouvez en ajouter sur papier libre. Et il y a une section, la section D, sur l'insertion professionnelle, qui nous est toujours utile, notamment si vous demandez une prestation financière pour les adultes. Les conséquences sur la famille et l'enfant, alors ça c'est un petit peu caché. S'il s'agit d'un formulaire pour un enfant, c'est un petit peu caché, c'est en page 6 de la section B, mais c'est important pour nous de savoir comment la famille fonctionne avec un enfant en situation de handicap et qui demande des prestations. Et en section F, vous avez ce qui concerne l'intervention des aidants. Donc, je pense que ça vous a aussi été expliqué lors du webinaire du mois de mai. Chaque aidant peut remplir une section F. Dans le certificat médical, eh ben, on va se servir de tout ce qui est écrit. C'est pour ça que si vous pouvez inciter votre médecin traitant à remplir très précisément le certificat médical, ça sera toujours aidant. On va citer des pathologies. Alors, on ne rentre pas dans le champ du handicap par une pathologie, hein, comme je vous ai indiqué tout à l'heure. Il faut aussi qu'il y ait des retentissements sur la vie quotidienne de cette pathologie. Donc, en fait, il y a une équipe aussi, une équipe médicale, hein, qui va étudier votre dossier, médical et paramédical, avec aussi des personnels de service social. Et en fait, enfin différents professionnels qui constituent l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, et on va s'aider de tout ce qui est écrit dans le certificat médical. Donc, et la pathologie va bien sûr être importante, puisqu'on va aussi, par ce biais, connaître l'ancienneté des troubles, le pronostic habituel, les signes classiquement rencontrés et les gènes fonctionnels. On va bien sûr s'aider de la description clinique, hein, qui est ce petit carré là qui apparaît dans le certificat médical, puisque c'est là que votre médecin traitant pourra écrire les particularités qui vous concernent. Hein, parce que, voilà. Ou alors, s'il n'y a rien, en fait, nous, on va en déduire que la pathologie qui est indiquée au début s'exprime classiquement, on va dire, comme pour l'ensemble, la majorité, je veux dire, des personnes qui sont atteintes de cette pathologie. Il est important aussi de nous indiquer les traitements et les prises en charge thérapeutiques, la lourdeur du traitement, l'efficacité et l'impact sur la disponibilité, puisqu'il y a une petite section que pensez-vous de la situation face à l'emploi dans le certificat médical. Et puis le retentissement fonctionnel, lui, il va être indiqué. Alors c'est pas un joli mot, hein, fonctionnel, mais ça dit bien ce que ça veut dire, puisque c'est sur ces retentissements que nous, on va évaluer vos besoins et surtout comment les traduire en réponse par des prestations. Et donc là, c'est un peu rébarbatif. Il y a des indications A, B, C, A, l'activité est réalisée sans aide et sans difficulté, jusqu'à D, la personne ne peut pas réaliser cette activité. Voilà, donc comme je vous disais, on ne prend pas en compte uniquement l'affection qui est à l'origine de la reconnaissance du handicap, puisque pour une même maladie, chaque personne va avoir des conséquences dans la vie quotidienne différentes. Hein, il y a forcément quelque chose de commun, hein, dans l'ensemble des personnes, pour l'ensemble des personnes qui vont rencontrer la même maladie, mais les retentissements ne sont pas
ne sont pas les mêmes pour chaque personne. Par exemple, si on prend l'exemple grossier, hein, encore une fois, de la sclérose en plaques, on va avoir des personnes qui ont une marche conservée pendant très longtemps, on va avoir des personnes dont la marche est atteinte assez rapidement. Enfin voilà, et juste savoir qu'il y a une sclérose en plaques chez quelqu'un, c'est pas suffisant pour nous pour comprendre quelles sont les conséquences fonctionnelles, encore une fois, et vers quoi on va et à quelle vitesse on y va. Voilà, donc je vous laisserai lire. En fait, on prend toutes les informations pour pouvoir répondre en termes de prestations aux besoins qu'on peut repérer. Alors, pour certaines prestations, il faut d'abord qu'on puisse évaluer le taux d'incapacité. Par exemple, pour avoir une prestation financière, il faut qu'on puisse évaluer le taux d'incapacité. Et il y a pour ça tout un ensemble de textes qui régissent l'éligibilité à des prestations. Et pour déterminer un taux d'incapacité, on s'aide du guide barème. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. En tout cas, le taux d'incapacité, c'est quelque chose dont vous avez entendu parler. Donc, le guide barème indique qu'il y a 3 fourchettes de taux. Donc, il n'y a pas de taux, par exemple, j'ai 79%. Ça n'existe pas. Le législateur a décidé que pour une même fourchette de taux, il y aurait accès à certains droits. Donc, voilà comment on détermine un taux. Si l'incapacité, le retentissement fonctionnel est léger dans la vie de tous les jours, alors le taux sera inférieur à 50%. Le taux suivant, c'est le taux qui est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. Pour avoir ce taux-là, il faut que l'incapacité soit importante, c'est-à-dire que la personne présente des troubles importants entraînant une gêne notable, c'est la définition, entravant effectivement la vie sociale de la personne, mais l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Et pour avoir un taux supérieur ou égal à 80%, alors c'est qu'on a des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l'autonomie individuelle. Par exemple, pour les gens qui sont un peu plus visuels, vous avez le petit schéma sur le côté. Donc si on est hors de la diapo, on est hors du champ du handicap. Si on est dans la partie blanche, alors on a un taux inférieur à 50%. Si on est dans la partie vert clair, on a une gêne notable, alors on aura un taux supérieur ou égal à 50%, mais inférieur à 80%. Et si on est dans le vert foncé, alors le taux est supérieur ou égal à 80%. Alors, on va passer aux droits et prestations pour les adultes. Donc, l'AMDPH ouvre les droits et ce sont d'autres organismes qui payent les prestations. Par exemple, pour l'AH, c'est la CAF qui procède au paiement de la prestation. Si le taux est reconnu inférieur à 50%, alors on n'a pas le droit on n'a pas accès à une allocation adulte handicapé. Mais sur certaines conditions, on va voir juste après, on peut avoir accès à une CMI mention stationnement ou une CMI mention priorité. On va aller de l'autre côté de l'échelle des taux. Si le taux est supérieur ou égal à 80%, alors on aura de droit accès à une CMI mention invalidité et, sous certaines conditions, une sous-mention besoin d'accompagnement, une sous-mention cécité. On aura de droit accès à l'allocation adulte handicapé qui s'élève aujourd'hui à 1 033,32 €, si je ne me suis pas trompée. Ça change tous les ans, hein, ça suit l'inflation. Et sous certaines conditions, la CMI mention stationnement ou le complément de ressources, si il s'agit d'un renouvellement, puisque là, en fait, le complément de ressources n'existe plus, sauf pour les gens qui l'ont déjà. Et enfin, si le taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, alors sous certaines conditions, on pourra avoir accès à l'allocation adulte handicapé. Et cette condition, c'est une condition qui est liée à l'accès à l'emploi, qui s'appelle la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Vous avez peut-être déjà entendu parler, la RSDA. Vous n'en avez pas entendu parler, eh bien, c'est pas grave, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et vous allez voir que c'est pas très simple. Et sous certaines conditions, qui sont
toujours les mêmes, l'accès à une CMI mention stationnement ou l'accès à une CMI mention priorité. Alors, c'est quoi ces conditions? Pour avoir une CMI mention priorité, il faut, que, la station debout vous soit reconnue comme pénible. Alors ce sont c'est les textes, hein, c'est un peu vague, mais voilà, faut vous on fait avec les textes qu'on a et aussi à chaque fois je vais essayer de faire référence au texte parce que pour vous montrer que c'est pas une question de, être sympa ou, être pas sympa, on est vraiment, hem, mmh, contraint, par ces textes. La CMI mention invalidité, eh bien, pour avoir accès à la mention invalidité, il faut simplement que le taux d'incapacité soit reconnu supérieur ou égal à 80. Pour avoir une CMI mention stationnement, il faut que l'autonomie de déplacement à pied soit réduite ou qu'il y ait nécessité d'une aide humaine. Alors attention, la CMI mention stationnement, c'est pas pour aller facilement en voiture, c'est pas pour se garer facilement. Ça sert à pouvoir se garer au plus près de là où vous voulez aller pour que votre déplacement à pied entre la voiture et le lieu où vous voulez aller soit, fait en sécurité ou, soit fait en peu de pas ou soit fait, facilement avec une tierce personne. Pour avoir accès à la sous-mention besoin d'accompagnement, il faut qu'une éligibilité à l'aide humaine, vous soit reconnue par une PCH, par exemple, par l'accès à une PCH ou par l'accès à l'APA pour les personnes âgées ou, qu'il y ait une attribution d'un complément à la hauteur au moins d'un complément 3 pour les enfants. On va voir tout ça, vous inquiétez pas. Pour avoir, la sous-mention accès à la sous-mention cécité de la CMI invalidité, il faut que l'acuité visuelle du meilleur œil soit inférieure strictement à 1/20. Et comme je le disais tout à l'heure, les cartes sont fabriquées par l'Imprimerie nationale. C'est juste un petit rappel pour vous dire de ne pas envoyer de photos parce que ça arrive encore qu'on reçoive des photos. Pour avoir accès à l'AAH, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, si votre taux est supérieur ou égal à 80, alors vous êtes éligible à l'AAH. Vous allez avoir dans la notification, l'indication, que ça se rapporte à la loi L 821-1. C'est un article de loi qui dit simplement ceci: «Si votre taux est supérieur à 80, vous avez une éligibilité à l'AAH». Si votre taux est supérieur ou égal à 50 et inférieur à 80, alors vous pouvez avoir l'AAH qui s'appellera alors l'AAH L 821-2. Ça fait référence au texte qui dit que vous avez accès à l'AAH si on vous reconnaît une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Alors qu'est-ce que c'est qu'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi? C'est là que c'est pas très simple. Durable, je pense que tout le monde comprend, hein, c'est au moins 1 an. Et substantiel, eh bien, je vais plutôt vous dire ce qui n'est pas substantiel. Ce qui n'est pas substantiel, c'est quand, les difficultés d'accès à l'emploi peuvent être surmontées, par, des compensations qui sont peu coûteuses pour la personne elle-même, pour l'employé ou pour l'employeur, ou bien, heu qui peuvent être surmontés par, une réorientation en soit par France Travail, soit, dans un centre, prévu, enfin qui est prévu pour les réadaptations professionnelles. Voilà. Si, il y a des potentialités et des savoir-faire qui peuvent être adaptés dans un autre, emploi que celui qui est, actuellement, heu, abandonné, on va dire, par la personne, alors on n'est pas dans quelque chose de substantiel. Et juste une petite information pour, l'AAH, donc à compter de 2023, vous savez qu'il y a eu une déconjugalisation, ce qu'on a appelé une déconjugalisation de l'AAH, c'est-à-dire que les revenus, du conjoint, ne sont pas, comptés, dans les revenus de la personne et ce qui donne accès à l'AAH à normalement, plus de personnes. Voilà, alors je sais, c'est pas très simple. J'ai essayé de vous le dire, le plus simplement possible, mais voilà, s'il y a des questions, on essaiera d'y répondre.
Alors, pour l'insertion professionnelle, la MDPH peut ouvrir l'accès à des dispositifs spécifiques. Déjà, on peut avoir une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par ce biais, des aides sont ouvertes aux bénéficiaires, des aménagements de poste, des soutiens spécialisés à la recherche d'emploi ou au maintien dans l'emploi. Et alors, la RQTH vous appartient à partir du moment où vous avez la notification, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'en faire part à votre employeur. Moi, ce que je recommande toujours, c'est au moins d'en faire part à la médecine du travail, parce que comme ça, que si vous avez besoin, même ponctuellement, d'aménagement de télétravail ou d'autres aménagements particuliers, votre dossier est déjà connu de la médecine du travail. On peut orienter vers l'axe maintien de Pôle emploi, qui est un dispositif spécifique de maintien dans l'emploi, avec des possibilités d'aménagement de poste, des possibilités de tutorat, etc. Donc ça, on peut aussi vous orienter vers cet axe-là. On peut orienter vers le milieu protégé. Donc les milieux protégés, en fait, c'est soit l'entreprise adaptée, mais en fait, ça, c'est pas du milieu protégé, c'est du milieu ordinaire avec des adaptations. Donc, si vous souhaitez travailler en entreprise adaptée, ce qu'on fera, en fait, c'est une orientation en milieu ordinaire. Et le milieu protégé, excusez-moi, en fait, ça revient à orienter vers un établissement et service d'accompagnement pour le travail. Récemment, ça a changé de nom, ça s'appelait d'aide par le travail auparavant. Et avant de s'engager vers une demande d'orientation vers un ESAT, on peut faire des MISP. Alors la MISP, c'est simplement une mise en situation professionnelle en ESAT. On peut faire des périodes de 10 jours, 2 fois 5 jours, donc sur 2 semaines, sur différents ateliers. Et ensuite, l'ESAT qui vous a reçu en mise en situation nous fait nous fait un rapport éducatif et nous dit si d'après lui, vous pouvez intégrer un ESAT, leur ESAT ou un autre ESAT, par exemple. Et on peut aussi vous orienter vers les établissements et services de rééducation professionnelle qui s'appelaient avant les CRP, mais dans le formulaire de demande, ça s'appelle toujours CRP, il me semble. Donc, ce sont des endroits où vous pouvez faire des formations dans des établissements qui sont adaptés aux personnes en situation de handicap. On peut avoir accès à des remises à niveau, des formations non qualifiantes, des formations qualifiantes. La personne est généralement rémunérée dans ces centres-là. Et puis, il y a aussi un objectif de réentraînement, s'il en est besoin, un réentraînement au travail, un réentraînement à la collectivité, un réentraînement à pouvoir mener une tâche à bien, et un réentraînement au respect des horaires. Voilà, ça peut être aussi tout ça, le travail d'un ESRP. Alors, un dispositif qui est apparu plus récemment, c'est le dispositif d'emploi accompagné. Donc, c'est un dispositif médico-social qui accompagne la personne tout au long de sa vie professionnelle par un job coach pour des personnes qui souhaitent travailler en milieu ordinaire et qui relèvent du milieu ordinaire. Le public concerné parce que nos prestataires désignés par l'ARS et qui interviennent sur le territoire parisien savent travailler avec ces personnes. Le public concerné, ce sont des publics qui ont des troubles psychiques, des troubles cognitifs ou des troubles du spectre de l'autisme. Attention, l'objectif du job coach, c'est d'accompagner, pas d'être un accompagnant au quotidien sur le poste de travail, hein, mais c'est d'accompagner l'intégration du salarié ou son maintien dans l'emploi. Et pour ça, il va falloir qu'il puisse travailler avec les collègues ou avec la hiérarchie. Ça suppose que si vous sollicitez ce dispositif, que vous acceptiez que vos difficultés soient expliquées à vos collègues et à votre hiérarchie. Ça ne veut pas dire qu'on va dire le diagnostic, mais ça veut dire qu'on va expliquer les difficultés. Ça peut être un frein pour certaines personnes.
on va passer aux services d'accompagnement à la vie sociale et services d'accompagnement médico-sociaux pour les personnes adultes handicapées, donc les SAVS et les SAMSA. Ce sont des services d'accompagnement qui contribuent à la réalisation du projet de vie des adultes. Il faut avoir plus de 20 ans parce que, voilà, je vais le redire tout à l'heure, mais en fait, pour nous, les prestations adultes, ça commence à 20 ans, même si on est toujours majeur à 18 ans, je vous rassure. Mais à 18 ans, on relèvera encore des prestations dites enfants. Donc les SAVS commencent à s'ouvrir au public un peu plus jeune, mais normalement c'est à partir de 20 ans et ils vont aider la personne à s'ouvrir sur la vie de la cité en fait, hein, tout ce qui est en relation avec le projet de vie. Donc faciliter l'accès à un logement personnel par exemple, l'accès vers un milieu de travail, l'accès vers une formation, qu'elle soit en université ou une formation par France Travail ou une formation dans un ESRP. Voilà, toutes sortes, et l'accès aux loisirs également. Les personnes qui ont besoin d'une coordination dans leur parcours de soins et leur parcours médico-social, alors on va plutôt les orienter vers des services d'accompagnement médico-sociaux pour les personnes adultes handicapées, vers les SAMSA, parce qu'il y a un accompagnement paramédical ou médical qui peut être mis en place. Il n'y a pas dans les SAVS. Les établissements médico-sociaux. Donc, on a plusieurs types d'accueil possibles en établissement médico-social. Je vais vous passer peut-être un tout petit peu plus de temps parce que les notifications ont changé. Donc, pour que vous compreniez les notifications que vous recevez. Donc, on peut avoir des accueils de jour qui peuvent être d'une demi-journée à plusieurs jours par semaine. On peut avoir des accueils temporaires. L'accueil temporaire, c'est un accueil tous les jours, mais sur une période donnée, et des accueils permanents. Donc, permanent, c'est au quotidien. Donc, les foyers d'hébergement accueillent en fin de journée et en fin de semaine les personnes en situation de handicap qui sont occupées dans la journée, soit qui travaillent en milieu protégé, soit qui travaillent en milieu ordinaire ou qui sont en centre de rééducation professionnelle. Parfois, les personnes qui résident en foyer d'hébergement et qui commencent leur carrière en ESAT et qui ensuite souhaitent arrêter leur activité professionnelle mais bénéficient d'un accueil de jour vont pouvoir rester dans certains foyers d'hébergement. Certains foyers d'hébergement continuent l'hébergement dans ces cas-là. Alors, les foyers de vie. Dans un foyer de vie, on peut être en internat ou en semi-internat. Donc, c'est ce que vous allez voir sur vos notifications. Par exemple, si on vous oriente vers un centre d'accueil de jour hein, qui existait avant en tant que CAJ, alors ça existe toujours, mais dans nos notifications, il va être indiqué foyer de vie avec un accueil en semi-internat. C'est simplement un accueil de jour, donc un CAJ. Voilà, donc là, ça concerne les adultes en situation de handicap qui ne peuvent pas accéder au travail, ni en milieu ordinaire, ni en milieu protégé, et qui ne nécessitent pas de soins constants. Il y a des activités qui sont proposées selon leurs souhaits et puis leur degré d'autonomie. Voilà. On peut avoir une orientation en CAJ, par exemple, ou en foyer de vie, et travailler ensuite une sortie vers un foyer d'hébergement avec un travail en ESAT. Ou le contraire, sortir d'un foyer d'hébergement avec une activité professionnelle en journée et souhaiter arrêter son activité professionnelle et intégrer ensuite un foyer de vie. Ensuite, les foyers d'accueil médicalisés, les femmes, pareil, on va avoir une notification qui va porter la mention internat ou semi-internat. Alors, en semi-internat, c'est les anciens centres d'accueil de jour médicalisés, qui existent toujours hein, sous ce nom-là, parce que dans nos préconisations, on va vous préconiser par exemple le CAJM Intel, mais dans la notification, ce qui va apparaître, c'est foyer d'accueil médicalisé en semi-internat. Donc là, c'est pour les adultes en situation de handicap, dont la dépendance les rend inaptes à l'activité professionnelle et surtout les oblige à recourir à l'aide d'une tierce personne pour l'ensemble ou la plupart des actes de la vie quotidienne. Voilà. Et il y a du personnel médical et paramédical dans les femmes. Et enfin, les maisons d'accueil spécialisées.
accueille les adultes qui n'ont pas pu acquérir un minimum d'autonomie et qui nécessitent en plus des soins et une surveillance médicale. Il existe des masses de jour, hein. Je ne l'ai pas indiqué parce que quand on demande une admission dans une masse de jour, voilà, il sera simplement écrit masse en semi-internat, mais ce n'est pas une surprise pour la personne, quoi. Elle n'a pas demandé un CAJ et se voit notifier autre chose. Quand on demande une masse, on reçoit la notification masse. Comment rechercher les coordonnées d'un service ou d'un établissement médico-social? Donc, vous avez le site Via Trajectoire. Donc, je ne vous l'explique pas ici parce qu'on n'a pas tellement de temps, mais vous avez ce QR code, vous pouvez accéder directement à Via Trajectoire. Via Trajectoire, on n'est pas obligé d'avoir un dossier, on peut aller chercher en tant que pour se renseigner. Et pour accéder à un service ou un établissement médico-social, on va remplir un DUA ou un DUDA. On entend les deux termes. C'est le dossier unique d'admission en établissement ou service médico-social. Donc, c'est un seul et unique document d'administration en Île-de-France. Et les notifications, donc, je vais y arriver. Vous allez recevoir une notification d'attribution d'un droit à aller en FAM, par exemple, et ensuite vous allez devoir remplir ce dossier unique d'admission et le diffuser par Via Trajectoire, par exemple, aux différents établissements qui vous ont été préconisés, mais vous pouvez, puisque toute notification est valable sur tout le territoire national, vous pouvez également postuler, demander une admission dans un établissement qu'on ne vous a pas préconisé, nous, que vous avez repéré, qui peut être en Île-de-France ou qui peut être aussi hors Île-de-France. C'est le directeur de l'établissement qui dispose du pouvoir, hein, de décisionnaire en termes d'admission avec son équipe. Généralement, c'est une commission, hein, qui décide des admissions. Il ne faut pas confondre avec le DUO. Le DUO, c'est le formulaire de demande unique d'orientation. C'est un formulaire propre à la MDPH de Paris et qui est demandé à un établissement ou un service pour appuyer une demande de renouvellement ou de réorientation. Donc, c'est un établissement qui connaît déjà la personne et qui va remplir ce formulaire et vous le faire signer pour accord. On va passer à la prestation de compensation du handicap. C'est une prestation un peu complexe, mais on va y arriver quand même. Donc, c'est une prestation qui est versée par le département et qui contribue à couvrir différents besoins. Donc, des besoins d'aide humaine pour les actes essentiels de la vie, par exemple, des aides techniques, des aménagements du logement, des aménagements du véhicule, des surcoûts liés aux frais de transport, des besoins exceptionnels ou spécifiques liés au handicap. Des besoins spécifiques, c'est des besoins qui reviennent souvent. Des besoins exceptionnels, c'est des besoins qui sont ponctuels. Des aides animalières pour les chiens guides ou d'assistance et des aides à la parentalité depuis 2021. L'ouverture du droit à la PCH, elle est conditionnée par des critères de dépendance. Donc, pour y avoir accès, il faut que la personne soit définitivement ou pour une durée prévisible d'au moins 1 an. La personne doit présenter une difficulté absolue ou 2 difficultés graves pour la réalisation, sans aucune aide, de différentes activités qui sont référencées. Là, toujours, encore une fois, pour vous dire que cette prestation, elle est extrêmement réglementée et par les textes, différents textes qui conditionnent l'accès et qui conditionnent aussi le plan de prestation de compensation qu'on va pouvoir vous proposer. Donc, c'est quoi une difficulté absolue? C'est quand l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne. Et une difficulté grave, c'est quand l'activité est réalisée de façon altérée par rapport à quelqu'un qui ferait cette activité, quelqu'un du même âge, hein. C'est toujours en comparaison avec quelqu'un du même âge. Et puis, il y a des critères qu'on va dire administratifs. Pour un enfant, il faut être éligible à l'attribution d'un complément d'AEH et pour un adulte, il faut présenter une éligibilité avant les 60 ans. Alors, je l'ai précisé ici, mais
il y a dans de nombreux textes, ça c'est une dérogation qui est prévue par le texte. Dans de nombreux textes, il est prévu des dérogations dont je ne vous ai pas parlé parce que sinon ça alourdit beaucoup la présentation. Et là, en fait, on fait le cas général. Mais bien sûr, comme je le disais pour la présentation tout à l'heure, quand je vous ai donné quelques exemples d'altération de fonction et de conséquences dans la vie sociale, chaque situation est particulière et chaque situation est particulière et donc là, je ne peux vous exposer que le cas général. Donc à la prestation, la PCH, on va distinguer deux grandes prestations. Au sein de cette prestation, ça va être l'accès aux aides humaines et l'accès à la prestation générale. Donc là, vous avez l'ensemble des activités qui sont examinées par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation. Donc il y a 20 items définis par les textes qu'on va devoir examiner et dire dans chaque item s'il y a une difficulté, si cette difficulté elle est simple, modérée, grave ou absolue. Et voilà, pour les 20 items. Et pour les items en gras, il donne accès je vais pas y arriver. Il donne accès aux aides humaines. Alors, pour les aides techniques, les surcoûts de transport, l'aménagement du logement, l'aménagement du véhicule, les aides animalières et les charges spécifiques, donc tout ce qui n'est pas les aides humaines, elles sont attribuées selon un principe d'enveloppe que je ne vais pas vous expliquer ici, mais voilà, donc en fait, pour un temps, ça va être pour une somme ou pour un temps limité. Et dans certaines situations, on peut solliciter le fonds de compensation du handicap, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est un dispositif d'aide complémentaire avec des spécificités départementales. Vous avez des items en vert clair, c'est l'éligibilité à l'aide humaine qui a été revue par des textes au 1er janvier et applicable au 1er janvier 2023 et qui élargit en fait l'accessibilité à cette prestation à différents publics. Je voulais ajouter quelque chose, mais ça m'a échappé, donc j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelques petites questions avant qu'on passe aux prestations enfants auxquelles je peux répondre? Je ne sais pas si Madame Godefroy peut avoir son micro ou pas. Donc pour avoir un taux supérieur ou égal à 80%, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir une autonomie qui est entravée dans les actes de la vie quotidienne. Les actes de la vie quotidienne, c'est faire sa toilette, s'habiller, gérer son élimination urinaire et fécale et s'alimenter et se déplacer. Voilà. Alors, on peut avoir cette altération d'autonomie, on peut avoir des abolitions de fonctions que sont la vision, l'audition, la communication et les déplacements. Et après, il y a certaines indications du guide barème qui sont spécifiques. Alors, on va passer aux enfants. Ça va être, vous allez voir, ça va être un tout petit peu plus facile puisque on a déjà parlé des adultes. Donc, hop, de la même façon, si un enfant a un taux inférieur à 50%, alors il n'aura pas droit, les parents n'auront pas droit à l'allocation d'éducation d'enfants handicapés, à l'AEH, mais sous certaines conditions, et qui sont les mêmes que pour les adultes, la CMI mention stationnement, ou la CMI, c'est pas exclusif, la CMI mention priorité. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, les prestations enfants, pour nous, ça va jusqu'à 20 ans. Et ce sont les parents qui reçoivent cette aide financière. Si le taux est reconnu supérieur ou égal à 80%, alors l'enfant a de droit accès à la CMI mention invalidité et sous certaines conditions, qui sont les mêmes que pour les adultes,
que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, pour un enfant, à l'attribution d'un complément à la hauteur de au moins un complément 3, la sous-mention besoin d'accompagnement ou la sous-mention cécité. Et il aura de droit accès, enfin ses parents auront de droit accès à une allocation. Ah, j'ai pas mis à jour la somme, je suis désolée. L'allocation d'éducation enfant handicapé, l'AEH. Donc c'est pas cette somme-là, mais c'est 151 € et quelque chose, mais dans la diapo d'après, vous l'avez, parce que là, vous l'avez au 1er avril 2024, je suis désolée. Et sous certaines conditions, donc accès au complément C1 à C6. Et la CMI stationnement, toujours selon les mêmes critères, c'est-à-dire le besoin d'accompagnement, la perte d'autonomie du déplacement à pied. Et si son taux est reconnu supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, alors l'allocation d'éducation enfant handicapé pourra être attribuée s'il y a des besoins éducatifs ou un suivi hospitalier et sous certaines conditions, les compléments C1 à C6 et la CMI stationnement. Et je n'ai pas remis la CMI priorité. Attention, il n'y a pas de passerelle entre l'AEH et l'AH. L'AEH, le principe d'attribution, c'est de compenser les frais et les réductions de salaire supportées par la famille. L'AH, le principe d'attribution, c'est l'accès à l'emploi de la personne. Je parle pour les personnes qui ont un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% naturellement. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, je pensais que la diapo me l'indiquerait. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les compléments, je pense que c'est après, voilà. Les compléments d'AEH et la PCH ne sont pas cumulables. Donc, si en tant que parent, vous demandez à la fois la PCH, enfin, si vous demandez la PCH pour votre enfant, on vous fera un comparatif entre la PCH et le complément d'AEH et vous devrez choisir entre les deux. Ce n'est pas cumulable. Alors, voilà, donc l'AEH de base, comme je vous disais, je vais le corriger avant que la peau vous soit envoyée. C'est 151,80 € au 1er avril 2025. L'accès au complément est conditionné aux dépenses mensuelles supportées par la famille et ou à la réduction du temps de travail consentie par un des parents pour être auprès de l'enfant. Et à chaque fois qu'on parle de réduction du temps de travail, ça peut être un équivalent d'embauche, hein. On peut choisir de garder son travail à temps plein, mais d'embaucher une personne pour être auprès de l'enfant. Donc là, vous avez l'ensemble des conditions d'attribution du complément 1 au complément 6, sachant que le complément 6, il faut que l'enfant, en plus d'avoir une nécessité de personnes à temps plein auprès d'elle, doit avoir des contraintes de soins et de surveillance. Sont réglementées aussi, hein, par les textes. J'avais bien mis en rouge parce que, voilà, il y a confusion, hein, souvent, d'ailleurs le formulaire de demande n'est pas très clair dessus. On peut cocher à la fois, je voudrais, une AH et ses compléments et une PCH, donc mais ce n'est pas cumulable. On peut avoir l'AEH avec la PCH ou bien l'AEH avec ses compléments, mais pas l'ensemble. Alors, tout enfant peut être inscrit dans l'école ou l'établissement scolaire de son quartier. C'est ce qu'on appelle l'enseignement ordinaire. Le parcours scolaire peut faire l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation auquel sont étroitement associés les parents, les personnes qui assurent les soins ou les rééducations auprès de l'enfant, les intervenants quelconques. Toutes les personnes qui connaissent l'enfant, l'enseignant, le médecin santé scolaire. Il y a des médecins aussi, il y a des médecins traitants ou des psychiatres qui se déplacent aussi dans cette réunion qui s'appelle l'équipe de suivi de scolarité quand il y en a déjà eu, et l'enseignant référent. L'enseignant référent reste l'interlocuteur privilégié de la famille et a des liens réguliers avec l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la MDPH. Je passe juste sur la diapositive d'après, mais j'y reviendrai à celle-là, parce que en fait, il y a des outils qui peuvent être mis en place avant
de demander, par exemple, un dossier à la MDPH. Ça peut être un projet personnalisé de scolarisation. Non, ça c'est quand c'est nous. Je veux dire un programme personnalisé de réussite éducative, le PPRE, qui peut être mis en place et activé avant de demander un dossier à la MDPH. Mais ça reste aux mains de l'Éducation nationale, aux mains de l'équipe pédagogique. Et par contre, s'il faut accéder à une aide humaine, à une aide à l'élève en situation de handicap, l'AESH, alors il faudra passer par un PPS, donc par une demande auprès de la MDPH. Hop, du coup, on revient ici. Donc, dans le projet personnalisé de scolarisation, on va définir par écrit les aménagements qui sont à mettre en place en fonction des besoins. Ça peut être des aménagements du temps scolaire, sachant que ça peut être aussi mis en place par d'autres dispositifs qu'on vient de voir juste avant, par l'éducation nationale, par l'équipe pédagogique. Les adaptations de la pédagogie aussi, ça peut être mis en place avant, mais s'il y a besoin de demander un accompagnement par une aide à l'élève en situation de handicap individuelle ou mutualisée, alors on passera par le PPS et donc par la demande MDPH. Ça peut être aussi une demande de prêt de matériel pédagogique ou une demande d'orientation scolaire en dispositif ULIS par exemple, ou en unité d'enseignement externalisée ou internalisée. C'est un petit peu compliqué, vous aurez, il y a des webinaires qui expliquent plus à fond les orientations scolaires possibles. Et la validation du PPS relève de la Commission des droits et de l'autonomie de la personne handicapée. Donc c'est une décision de la CDAPH qui peut être contestée. Les outils complémentaires, j'y reviens pas. Les aménagements de scolarité et l'accompagnement en établissement ou en service médico-social, attention, c'est une seule et même demande qui est un petit peu cachée dans le formulaire, mais voilà, c'est une demande qui se trouve en page 17 et qui va servir à demander soit un aménagement de scolarité, soit une orientation spécifique d'unité d'enseignement de l'éducation nationale, soit un accompagnement par un service d'éducation et de soins à domicile, soit une orientation vers un établissement médico-social. Tout ça, c'est la même demande. Donc, vous pouvez bien sûr expliquer ce que vous souhaitez, quel est votre projet pour votre enfant. Alors, c'est quoi un service d'éducation spéciale et de soins à domicile, le CESAD? Et il existe maintenant des CESAD Pro, donc ce sont des équipes pluridisciplinaires qui apportent un soutien spécialisé avec des personnels qui qui font du suivi éducatif, du suivi en rééducation, orthophonie, psychomotricité, ergothérapie. Et tout ça dans le but de maintenir l'enfant dans le milieu de vie ordinaire et dans le milieu éducatif où il se trouve. Alors, je vous disais tout à l'heure que les prestations enfants, c'est jusqu'aux 20 ans, sauf pour les CESAD Pro qui œuvrent en vue d'une insertion pré-professionnelle ou professionnelle et qui, eux, accueillent les jeunes jusqu'à 25 ans. Les IME et les IM Pro, donc instituts médico-éducatifs, instituts médico-professionnels, ce sont des établissements qui dispensent une éducation et un enseignement spécialisé. Tous les IME de Paris ont des unités d'éducation avec un personnel de l'éducation nationale qui vient faire la classe aux enfants. Et donc ces IME, ces IM Pro accueillent les enfants jusqu'à 20 ans en fonction du degré et du type de handicap. Voilà, vous rencontrerez des IME qui prennent un public avec une déficience intellectuelle ou qui prennent un public avec un trouble du spectre de l'autisme, etc. Les IEM, ce sont des instituts d'éducation motrice, qui prennent des enfants avec des déficiences motrices, avec ou sans troubles associés. Voilà. À Paris, plutôt sans déficience intellectuelle associée et plutôt sans déficience sensorielle associée, mais tout ça commence à se transformer et de plus en plus d'instituts de plus en plus
d'établissements médico-sociaux ont une spécificité de public, mais acceptent des personnes, des jeunes avec des déficiences associées. Les EEAP, ce sont des établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés qui accueillent donc des jeunes jusqu'à 20 ans qui présentent une déficience motrice et une déficience mentale sévère ou profonde et des déficiences sensorielles qui peuvent être associées, ainsi que des troubles du spectre de l'autisme, associés à la déficience motrice. Les ITEP, ce sont des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques qui sont des structures médico-sociales donc qui accueillent jusqu'à 20 ans des jeunes qui vont présenter la particularité que leurs difficultés vont s'exprimer par des troubles du comportement. Les jeunes de moins de 20 ans, comme on a vu tout à l'heure, ont aussi accès à la PCH. Sur les mêmes items doivent être examinés et toujours comparativement à un enfant du même âge. Alors, on va passer à qu'est-ce que c'est que la réponse accompagnée pour tous? C'est une mobilisation de tous les partenaires territoriaux pour les situations et autour des situations complexes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, nous, situation complexe ou critique? C'est une situation pour laquelle il y a une rupture effective de parcours ou un risque de rupture de parcours et pour laquelle on identifie qu'il n'y a pas de réponse sur le territoire qui corresponde aux besoins. Soit que la réponse peut être partielle, mais pas tout à fait inadaptée, soit qu'il y a une complexité telle qu'il faut, autour d'une même personne, plusieurs partenaires qui ont une spécificité particulière. La connaissance d'un trouble spécifique, par exemple, quelqu'un qui aurait besoin d'une prise en charge spécifique au public présentant un trouble du spectre autistique, mais avec une particularité sensorielle qui serait cécité, par exemple. Donc là, il va falloir en fait composer quelque chose, mobiliser tous les acteurs du territoire, enfin en tout cas ceux qui sont utiles à la situation, pour faire en sorte qu'un accompagnement puisse se faire pour arriver à terme à la mise en œuvre de la solution qui est souhaitée par la personne ou par sa famille s'il ne peut pas l'exprimer et qui est le plus en adéquation avec ses besoins. Donc on va tenter, en attendant de pouvoir arriver à ce souhait cible, on va tenter de composer quelque chose d'alternatif quand cela est possible. Et le rôle de la MDPH là-dedans, c'est de coordonner, de mobiliser plusieurs partenaires. Et après, c'est aux partenaires de mettre en œuvre le projet jusqu'à, si possible, arriver à une prise en charge comme souhaité et qui correspond aux besoins. Voilà. Donc les outils dont peut-être vous avez entendu parler, c'est le PAG, c'est le plan d'accompagnement global. Donc ça, c'est un outil on peut décider de mobiliser si nécessaire. C'est pour construire une solution modulaire ou nécessitant des dérogations. Mais si la solution alternative ou par défaut ne nécessite pas de mobiliser plusieurs partenaires à coordonner ensemble ou ne nécessite pas de dérogation et qui est déjà en place, alors il n'y aura pas de plan d'accompagnement global. Le plan d'accompagnement global, c'est formuler par écrit et engager les partenaires à s'associer entre eux, essentiellement. Alors, peut-être vous avez aussi entendu parler de GOS, c'est le groupe opérationnel de synthèse. Il y a des GOS de niveau 1 et des GOS de niveau 2. Ce sont des instances décisionnelles et qui vont pouvoir élaborer ensemble une solution alternative. Et puis les niveaux, c'est pour
identifier les personnes et les institutions surtout qui vont être mobilisées dans ce groupe opérationnel pour pouvoir déroger hein, à la règle. Voilà, donc nous, notre rôle dans ces dispositifs, c'est de rassembler les partenaires autour de la table, et ensuite il faut que chaque partenaire mette en œuvre la dérogation pour laquelle il a été mobilisé. En cas de situation complexe, on a une boîte particulière que vous pouvez solliciter, une boîte mail, pardon. Voilà, on a fait le tour très rapidement de l'ensemble des prestations que la MDPH peut donner. Il y a quelques prestations dont on n'a pas parlé, qui est l'assurance vieillesse des aidants. C'est un petit peu particulier, donc voilà, je pense qu'on ne va pas en parler ici. Juste pour vous dire que pour les moins de 20 ans, l'assurance vieillesse des aidants, il n'est pas utile de nous le demander puisque c'est une prestation qui est versée par la CAF et à partir du moment où il y a une allocation enfant éducatif, je vais pas y arriver, une AEH qui est versée, la CAF examine les droits du parent à l'allocation vieillesse des aidants qui s'appelait avant la VPF, l'allocation vieillesse du parent au foyer. La durée des droits. Un petit mot sur la durée des droits. Jusqu'en 2019, seules les cartes qui s'appelaient alors les cartes d'invalidité, cartes de priorité, cartes européennes de stationnement, puis ce qu'elles sont devenues, c'est-à-dire les cartes mobilité inclusion, seules ces cartes-là pouvaient être données à titre définitif. En plus, je crois, de la reconnaissance de la qualité handicapée, mais là j'ai un doute en vous le disant. En tout cas, depuis 2019 et l'apparition des décrets de 2018, et de l'arrêté de 2019, certaines personnes peuvent se voir attribuer des droits sans limitation de durée. Ces textes fixent ces modalités. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, toutes nos prestations sont régies par des textes. On est contraint par ces textes et voilà. Bien sûr, on peut demander des dérogations, mais pour l'ensemble des personnes. Et c'est ça qui garantit aussi l'équité de traitement entre toutes les personnes. Ces textes doivent être mis en œuvre et respectés. Donc, pour avoir un droit sans limitation de durée, c'est pour les personnes qui ont un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% et dont la pathologie n'est pas susceptible d'amélioration en l'état actuel des données de la science. Alors, ça concerne la CMI invalidité, l'AH1, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est L821, c'est L821-1, c'est-à-dire l'AH qui vous est accordé si votre taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80%, et l'ACTP de 80%. Je ne vous ai pas parlé des ACTP, qui sont des allocations compensatrices tierces personnes, qui ne sont plus sollicitables, qui sont seulement renouvelables. Donc pour les personnes qui l'ont déjà, mais qui n'existent plus, qui ont été remplacées par la PCH en 2005. Les autres prestations peuvent être attribuées pour une durée maximale de 10 ans, sauf les prestations financières que sont l'AH dans le cadre du texte L821-2, c'est-à-dire quand votre taux est supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%. Donc là, on peut attribuer jusqu'à 5 ans. Et l'AEH et les compléments peuvent être attribués jusqu'à 5 ans si le taux, non, de 2 à 5 ans si le taux est inférieur à 80%, de 3 à 5 ans si le taux est supérieur à 80%, sauf pour l'AEH, pour un jeune dont le taux est supérieur ou égal à 80% et qui présente une pathologie qui n'est pas susceptible d'amélioration à l'état actuel des données de la science, à ce moment-là, on pourra aller jusqu'aux 20 ans. Les textes disent jusqu'à sans limitation de durée, mais pour l'instant, la CAF ne peut pas d'elle-même basculer de l'AEH à l'AH. Donc à Paris, nous, on a fait le choix d'attribuer jusqu'aux 20 ans et pas sans limitation de durée. Donc, vous ne verrez pas sur nos notifications sans limitation de durée.
La prorogation des droits, c'est, une possibilité qui est apparue, grâce au décret du 30 décembre 2019 et qui consiste à renouveler certaines prestations sans limitation de durée, pour les personnes concernées, sans que celle-ci ou le représentant légal ne dépose une demande, pardon, de renouvellement auprès de la NDPH. Donc sont concernées par cette mesure les personnes qui sont déjà connues de la NDPH de Paris. Si vous déménagez, alors, on ne pourra pas, le faire au moment de votre déménagement. Qui sont bénéficiaires des prestations qui sont éligibles à la prorogation et donc ce sont les mêmes, hein, qui sont éligibles, à la à l'attribution sans limitation de durée, c'est-à-dire la CAMI mention invalidité, la RQTH et l'AAH, dans le cadre du taux supérieur ou égal à 80 %. Un petit mot sur le fonds de compensation. Le fonds de compensation, il est départemental, hein, il est prévu, aussi, par un texte. C'est un dispositif qui est propre dont l'organisation est propre à chaque département, donc à chaque MDPH. Il est doté d'un règlement intérieur, donc il peut apporter une aide financière en complément de certaines prestations MDPH, et d'autres financements, prévus par les demandeurs. Donc en complément d'une prestation, par exemple de compensation du handicap, d'une PCH, mais en complément aussi, après sollicitation de la sécurité sociale, de la complémentaire santé et cetera. C'est l'équipe d'évaluation qui repère les situations qui répondent aux critères, qui donnent accès à ce fonds de compensation et qui sont, cités dans le règlement intérieur, qui alerte le secrétariat du fonds de compensation, qui, est dans nos murs, et qui, met alors en contact les usagers, demandeurs. Et le secrétariat, du fonds de compensation va prendre contact avec, les personnes, qui ont été repérées comme ça par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation. L'éligibilité à la sollicitation du fonds est signalée normalement via la notification. Donc vous êtes au courant que vous pouvez solliciter le fonds et c'est, le secrétariat du fonds qui va venir, vous demander, heu, si vous avez bien, sollicité la sécu, si vous avez bien sollicité la complémentaire santé et cetera. Donc il y a des voies de recours à toute décision prise par la CDAPH, ce qui est notre organe, décisionnaire. On ne va pas toutes les citer, simplement pour faire un recours, administratif préalable obligatoire, ça se fait dans les 2 mois suivant la notification. Et ensuite, ce sont des recours au tribunal, mais qui vous sont, cités dans cette diapo, comme elle est toute petite. Je ne vais pas m'y attarder, simplement retenez 2 mois après la notification. Et il faut préciser ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Sur quelle prestation, heu, qui ne vous est pas été qui n'a pas été attribuée ou sur quelle prestation qui a été attribuée selon vous, de manière inappropriée, sur quelle prestation est-ce que vous faites votre recours? Voilà, on va finir par quelques informations pratiques, que vous aurez donc, après. Voilà. Est-ce que, il y a des questions possibles? Alors, comment ça se passe pour un recours? J'attrape juste la dernière question que je vois. Comment ça se passe pour un recours au tribunal? Une fois que vous avez fait votre recours administratif préalable obligatoire, si vous n'avez pas satisfaction, vous pouvez, faire un recours au tribunal. Le délai, je ne sais pas par cœur, je vais retourner sur la diapositive. Dans les 2 mois aussi après le rapport, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez, alerter le tribunal dans la notification ou suite à la notification, vous avez toujours, les voies de recours, hein, qui vous sont indiquées. L'IME, doit préparer la sortie de son jeune, hein. Un établissement, médico-social qui a, une prise en charge, d'un jeune doit, préparer sa sortie.
Comme pour les adultes, on a parlé tout à l'heure, on peut sortir d'un CAJ pour aller en foyer de vie, on peut sortir, voilà, toute orientation médico-sociale peut avoir une fin. Et c'est l'établissement qui a la personne dans ses murs qui doit travailler cette sortie. Si elle est souhaitée, en tant qu'adulte, si elle est souhaitée par la personne. Et pour les enfants, eh bien, on sait que la sortie va se faire à 20 ans, hein, puisque normalement, on ne doit plus fréquenter un établissement enfant après les 20 ans. Alors bien sûr, vous savez que c'est pas toujours le cas, que parfois la sortie est un peu lente à se préparer, que les places sont contraintes et qu'il n'y a pas forcément, au moment où le jeune atteint les 20 ans, une place qui lui correspond dans l'établissement qui lui correspond et que parfois il est nécessaire de rester 1 an, 2 ans, euh, on essaye que pas plus, mais bon voilà, dans l'établissement enfant, et ça s'appelle, c'est l'amendement Creton hein, qui a permis cette possibilité. Donc l'établissement enfant doit préparer la sortie à l'âge de 20 ans. Les dispositifs qu'il y a, en fait, ça dépend un peu de la situation du jeune. Euh, on peut enfin vraiment, ça dépend du projet de vie, c'est un peu difficile de répondre dans le vague. Les CESAD Pro peuvent être mis en œuvre. Si on veut continuer quelque chose dans le milieu euh, études supérieures, il y a des dispositifs de soutien à la scolarité, on va dire, au niveau des facs. Et après, voilà, là, pour moi, c'est un peu trop vague pour pouvoir répondre à cette question. Mais il y a aussi une obligation. Alors, non seulement l'établissement médico-social enfant doit préparer la sortie, mais en fait, il y a une obligation de suivi pendant 3 ans après la sortie. Voilà, c'est des rencontres éducatives, des rencontres de soutien. Euh, voilà, faut savoir que ça existe. Non, non. Donc Madame Godefroy me disait qu'il y avait aussi pas mal de questions sur les jeunes qui ont une AESH dans la scolarité et qui, au moment de passer aux études supérieures dans une branche qui ne dépend pas de l'éducation nationale, du ministère de l'Éducation nationale, mais du ministère de l'Enseignement supérieur, se retrouvent sans AESH. Donc là, on peut mobiliser les missions handicap des facultés. Il y a aussi des écoles maintenant privées hein, qui ont des missions handicap, mais certaines écoles de commerce qui ont des missions handicap. Et il faut mobiliser. Il n'y a pas beaucoup d'aide, hein, c'est sûr. Il y a pas beaucoup de choses, mais il y a des tutorats. Il faut se rapprocher des professeurs si c'est dans le privé pour avoir les cours sous d'autres formes que les cours magistraux. Voilà. Après, c'est vrai que ça ressemble plus à du bricolage, mais en fac, quand même, ça s'organise. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de budget prévu pour ça. Et donc, c'est le bénévolat des élèves. Bon, je pense qu'il y a certaines facs qui organisent du tutorat pour lesquels les tuteurs sont un petit peu rémunérés. Mais voilà, après, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Nous, on peut activer que ce qui existe. Voilà, donc il y a peut-être une action de certaines associations qui peuvent pousser vers quelque chose qui serait budgétisé, mais ce n'est pas encore le cas. Les dispositifs d'autorégulation, comment en a-t-on connaissance? Donc, les dispositifs d'autorégulation, donc les DAR, sont présents pour l'instant dans certaines écoles. Je crois qu'il y en a 2 sur Paris. Et je ne vais pas vous dire de sottises. Je pense que il faut une orientation MDPH, il me semble. Les droits IME sont parfois courts. Alors en général, on attribue pour 5 ans. Chez les enfants très jeunes, parfois
Voilà, c'est parfois une négociation avec les parents qui sont pas encore décidés entre une scolarité pas, dans une école, même avec un dispositif, mais dans une école ou une scolarité en unité d'enseignement au sein d'un IME. Alors parfois, ça peut nous arriver de faire une orientation, c'est vrai, une notification un peu courte. On a encore du mal à notifier des IME jusqu'à 20 ans. On peut le faire hein, jusqu'à 20 ans. En tout cas, on ne peut pas dépasser 10 ans d'orientation. Mais ça reste encore à la marge parce que ça bouge beaucoup hein, dans le champ du handicap de l'enfant. Il y a de plus en plus de dispositifs portés par l'éducation nationale ou co-portés par l'éducation nationale et les établissements médico-sociaux. Ce qui fait que les passerelles entre les uns et les autres voilà, nous engage pas à faire des orientations très longues en se disant, et aussi parce que nos notifications sont très succinctes, on va dire, dans les explications qu'on donne, les motivations hein, à nos préconisations. On est limité là-dessus, informatiquement et par les textes aussi. Et du coup, euh, c'est vrai que parfois, on hésite à faire des orientations très longues en se disant qu'on ne veut pas que les parents euh, pensent qu'on n'a pas compris leur projet ou voilà, on pense qu'il y a c'est lié pour des parents qui ont été très difficiles à cheminer vers un IME, voilà, ne pas enfermer le jeune sur l'IME. Mais c'est vrai que on pourrait, voilà, on pourrait faire des orientations plus longues, sur 10 ans par exemple. C'est vrai. Et je pense qu'on va en rester là. Je suis désolée, hein, c'était très dense et on est obligé de passer vite parce que comme je vous disais, naturellement, il y a des dérogations hein, à plein de choses que je vous ai dites, mais on ne peut pas entrer dans tous les détails. Il faut garder aussi notre petite part de mystère. Et voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je suis désolée pour la densité. Je crois il faut que vous restiez branchés parce que je crois qu'il y a un petit questionnaire de satisfaction à remplir. Donc, je vais juste me renseigner sur ça et je vous l'envoie dans le lien. Donc, si vous pouvez rester branchés encore quelques minutes. Merci beaucoup à vous et, et peut-être à un prochain webinaire. Merci.